Là, nous avons un Netanyahou qui le fait d'une manière systématique. Et au lieu que ça entraîne, allez, la sanction de 1%, 5%, 10% de son électoral, eh ben, ça renforce d'une certaine manière son autorité parce qu'on nous dit « Ah, mais en politique, il ne faut pas être juste, il faut être fort, il faut être retors, il faut être… Et là, c'est sûr qu'à ce jeu-là, Benny Gantz est totalement affaibli. » Bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques et en sociologie à l'université ouverte. Alors ensemble, nous allons bien entendu revenir sur la crise politique qui gronde et qui risque de se transformer en une nouvelle consultation électorale. La première question que je vous pose, c'est à votre avis, avis avisé, on va dire, d'experts, qui est responsable de ce qui est en train de se passer, de ces nouvelles élections qui se projettent? Ah, comment dirais-je, c'est une question un peu piège, hein, mais je dirais… Oui, c'est pour ça que je vous la pose. Très sincèrement, je pense que j'exprime ici un avis, alors peut-être pas d'expert, mais en tout cas le plus objectif possible. Je pense que Benjamin Netanyahou porte la responsabilité de cette vraisemblable course aux élections pour la 4e fois. Même s'il le prétend ne pas le vouloir, et c'est ce qu'il dit depuis quelques jours. Mais tout le monde est relativement d'accord pour dire que depuis le premier jour, on était à peu près convaincu que Netanyahou ne respecterait pas sa parole et ferait tout pour empêcher la rotation prévue pour le 21 novembre 2021. Or, il n'avait pour empêcher ce scénario, il n'avait que deux possibilités. Soit que la Knesset décide de sa dissolution, et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, sans d'ailleurs qu'il y ait voté pour. Mais il y avait un deuxième scénario, et celui-là reste toujours effectif, c'est qu'un budget pour l'année 2020 ne soit pas voté. Alors, c'était prévu déjà pour le mois d'août, septembre. On a trouvé un compromis de dernière minute en disant c'est difficile de préparer si vite un budget. Donc, on va donner une dernière date butoir et c'est le 23 décembre 2020, c'est-à-dire à 8 jours de la fin 2020, nous devrions avoir un budget. Or, la loi et l'accord d'ailleurs, c'était la lacune plus exactement de cet accord biparti entre Netanyahou et Benny Gantz, c'est que si le budget n'est pas voté, alors il y a dissolution automatique et élection dans 3 mois. Or, à ce jour, et on est déjà quand même le 6 décembre, on a obtenu un premier report, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 3 mois grâce à l'intervention des 2 députés, Hauser et Handel. Eh bien, aucun débat n'a eu lieu, le budget n'a pas été distribué entre les différents ministres pour en discuter. Et donc, je dirais que d'une certaine manière, Benny Gantz, en votant la semaine dernière cette loi pour la dissolution de la Knesset, n'a pas ajouté grand-chose à un scénario qui semblait déjà être tout prêt, c'est-à-dire dans moins de 3 semaines, nous n'aurons pas de budget pour l'année 2020. Et donc, dans ces conditions… Oui, mais il y a une différence, Denis, et on en parlait en antenne. On peut même dire que Gantz s'est même tiré une balle dans le pied parce que il n'avait pas besoin de faire la moindre démarche, de prendre cette initiative qui le décrit comme celui qui aspire à des élections, en tout cas qui aspire à mettre fin à ce gouvernement, puisque finalement, dans le 23 décembre, de toutes les manières, même en restant passif, eh bien, la Knesset se serait dissoute. Exactement. Vous savez, il y a des choses qui nous paraissent, vues de notre statut, impénétrables. Et je dois dire que de ce point de vue-là, je reconnais humblement ne pas avoir compris la démarche de Benny Gantz. Il eût été tellement plus efficace sur le plan politique, pour sa propre personne, pour sa crédibilité, de effectivement tenir un discours comme il l'a fait la semaine dernière et de dire, voilà, nous avons obtenu un délai de 3 mois. Depuis 3 mois, je n'ai vu ni Benjamin Netanyahou, ni le ministre Israël Katz faire quoi que ce soit, quelque progrès que ce soit pour que le budget soit déposé à temps.
je m'adresse aux citoyens israéliens, sachez que nous allons droit vers les élections parce que c'est prévu ainsi. C'est pas quelque chose qui a été voulu ni par l'un ni par l'autre, mais pas de budget veut dire élection immédiate. Eh bien, je mets Netanyahou face à ses responsabilités. Si dans les 3 semaines, un budget n'est pas déposé et voté, nous allons aux élections et ce sera Netanyahou qui portera l'exclusive responsabilité. Là, d'une certaine manière, dans la mesure où les 2 scénarios existent, celui de la dissolution et celui du budget non voté, eh bien, ils se partagent la responsabilité en admettant qu'ils votent pour la 2e et la 3e lecture. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que je n'ai pas bien compris le sens de cette démarche. Alors, certes, on nous a expliqué que si cette dissolution en lecture préliminaire ne passait pas à la majorité des voix, on n'aurait plus pu la déposer pendant 6 mois. Bon, ok, je vois bien mais Denis, pour revenir sur le fond, vous parliez de lacunes, mais finalement, on va dire le péché originel de Benny Gantz, on va dire de ses conseillers juridiques, c'est d'avoir laissé cette brèche du budget de l'État qui permettait à Binyamin Netanyahou de sortir de ce gouvernement sans violer l'accord de coalition d'une certaine manière. C'était une lacune sur le plan juridique qui est à mon avis assez grave. Aujourd'hui, elle permet à Binyamin Netanyahou, depuis le début, on va dire même, elle a pourri l'atmosphère de ce gouvernement d'union nationale, qui n'en est pas un, et elle a toujours permis à Binyamin Netanyahou de savoir qu'il avait cette porte de sortie. Alors, vous avez tout à fait raison, Daniel, puisqu'il me semble que c'est votre confrère Amit Segal qui... 8 jours ou 15 jours après, a révélé, vous savez, là, il y a une lacune ici qui va servir à Netanyahou à tout moment, puisqu'il peut tout aussi bien ne pas déposer ce budget à la Knesset et il y aura dissolution automatique. Mais là où, comment dirais-je, il faut quand même ne pas toujours regarder du côté du ministre de la Défense ou même du Premier ministre. Dans une démocratie bien constituée, un Premier ministre, quels que soient ses mérites par ailleurs, qui décide volontairement de jouer cette carte-là, mais il aurait été éjecté. Je vous donne un exemple qui vient de la France, puisque une partie de nos auditeurs, nos auditeurs sont francophones et viennent de France. Vous souvenez-vous qu'en 1997, Jacques Chirac avait été conseillé par son entourage en disant « il vaut mieux maintenant dissoudre le Parlement », ça fait partie en France de l'autorité du président de la République qui peut dissoudre le Parlement, vous allez y gagner politiquement. C'était une manœuvre. En général, en France, on décidait de dissoudre le Parlement que dans des circonstances graves ou lorsqu'un président était élu, qu'il avait besoin d'une majorité. Là, il l'a fait pour une question de manœuvre politique. Eh bien, il a perdu les élections et c'est Jospin qui est passé. Et c'est très clair que le motif principal de la défaite de Chirac à ce moment-là, ça a été de jouer avec la Constitution, c'est-à-dire avec le règlement. Et là, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. Je veux dire, aujourd'hui, il faut bien comprendre l'héritage que ça va laisser dans la vie politique israélienne. Chaque fois qu'un Premier ministre aura le sentiment que, en prononçant la dissolution de la Knesset, il pourrait obtenir un meilleur score, il le fera. Alors permettez-moi, parce que j'ai cité Jacques Chirac, de citer un exemple israélien. Regardez un événement si dramatique que celui du 4 novembre 1995. Rabin est assassiné, Pérez est nommé Premier ministre, il le remplace, de manière tout à fait, bien sûr, légale, et Pérez se demande s'il doit dissoudre la Knesset pour obtenir, dans les 2-3 mois qui suivaient l'assassinat de Yitzhak Rabin, une majorité beaucoup plus confortable que celle qu'il avait. Eh bien, il s'en est empêché. Et pourtant, c'était Shimon Peres. On en a voulu à Shimon Peres après coup, mais on disait il est retors, il a voulu réparer son image en ne le faisant pas. Là, nous avons un Netanyahou qui le fait d'une manière systématique. Et au lieu que ça entraîne, la sanction de 1%, 5%, 10% de son électoral, ça renforce d'une certaine manière son autorité parce qu'on nous dit mais en politique il faut pas être juste, il faut être fort, il faut être retors, il faut être et là c'est sûr qu'à ce jeu-là Benny Gantz est totalement affaibli. Il fait preuve de naïveté, d'innocence, d'incompétence et les gens disent des incompétents, des innocents et des naïfs, des gens honnêtes.
eh bien, ils sont renvoyés. Et alors, justement, je voudrais... la balle à l'opinion publique, et pas seulement aux hommes politiques. Il nous reste 2 minutes, Denis. Une question sur le leadership de la gauche, parce qu'on se projette vers des élections. On voit très bien qui sont les leaders de la droite. C'est soit Naftali Bennett, soit Benyamin Netanyahou. Mais à gauche, c'est, comme le disent certains éditorialistes ce matin, une véritable pagaille. Il y a Yair Lapid, il y a Benny Gantz, il y a Moshe Yaalom, il y a maintenant Gadi Eisenkot. On a le sentiment qu'il y a une multitude de prétendants au poste de leader d'un centre-gauche qui est totalement morcelé. Alors, d'abord, j'avais rectifié, j'allais le faire, mais vous l'avez fait vous-même en parlant de centre-gauche. La gauche, c'est plus rien aujourd'hui. Le Parti travailliste et le Meretz, ils n'ont pas la prétention d'être candidats à être des futurs premiers ministres. Donc, on parle du centre. Hein. Et le centre, c'est effectivement Yair Lapid et Benny Gantz, avec 2 autres candidats, Yaalom, avec Eisenkot, s'il décide de se préparer. C'est sûr que c'est la pagaille, c'est sûr que c'est la confusion. Et je pense qu'on touche là, je dirais, la raison principale pour laquelle le centre n'arrive pas à émerger par rapport à ces élections qui s'annoncent bientôt comme une force politique capable de rivaliser avec Netanyahou. On l'a cru avec Benny Gantz, et Benny Gantz finalement s'en est très bien sorti durant ces 3 campagnes électorales. L'erreur de Benny Gantz aura été de se montrer magnanime et d'avoir tendu la main à Benyamin Netanyahou. C'est vrai, c'est ce que lui disaient ses partenaires, c'est ce que lui disait Yaalom, c'est ce que lui disait Yair Lapid. Il ne les a pas entendus et il en paye aujourd'hui le prix fort. Alors tous ces leaders-là, je dirais que si la protestation politique qui tient encore peut avoir un sens, c'est si elle est capable à un moment ou à un autre de dégager un leader, quel qu'il soit, mais quelqu'un derrière lequel tout le monde se rangerait. On n'en est pas là. Et je doute qu'on en soit là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre les 2 scrutins, c'est peut-être la raison pour laquelle le centre a besoin d'un peu plus de temps, comme en a besoin d'ailleurs Netanyahou, parce que si c'est dans 3 mois, c'est-à-dire si le 23 décembre, il y a dissolution automatique et qu'on a des élections le 23 mars. Je doute que, le 3 mars, voilà, je doute que le centre soit en mesure de dégager un chef, et on ira avec plusieurs partis politiques, et je doute qu'on puisse rééditer le coup que le centre a pu faire pendant ces 3 dernières élections, c'est-à-dire d'empêcher une coalition parlementaire avec à la tête de laquelle il y aurait Benyamin Netanyahou. Et donc ça se jouera plutôt entre Bennett et Netanyahou. En tout cas, c'est comme ça que ça se profile aujourd'hui. Eh bien, Denis Charbit, professeur Denis Charbit, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'aurais aimé parler avec vous aussi du secteur arabe israélien avec Mansour Abbas et tout ce dossier-là, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler certainement lors de cette probable campagne électorale qui se profile à l'horizon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt. Merci, Daniel.